rapidement un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière, puisque comme j'avais dit, ça va être un cours en trois cours. Donc là, on est dans la deuxième partie. Et il faut garder en tête ce qu'on a dit la semaine dernière pour que ça prenne un sens. Donc très rapidement, ce qu'on avait expliqué, on avait expliqué que toutes nos actions sont intéressées, que tout ce qu'on fait de manière consciente, lorsqu'on décide d'agir, c'est motivé par une des deux raisons suivantes, soit se procurer un kiff, soit s'éviter une souffrance. Donc c'est l'un ou l'autre, et que donc toutes nos actions sont intéressées, et c'est bien, c'est pas forcément négatif. Dans le langage français, quand on dit égoïste, c'est un langage péjoratif, donc on a l'impression que c'est pas bien, mais en l'occurrence, c'est bien. Enfin, ça peut être bien, c'est pas forcément négatif parce que c'est intéressé, c'est ça qu'on va essayer de voir. Ça dépend quel est l'intérêt qu'on a là-dedans. Et on avait expliqué donc que la phrase de Agmara, c'était Mitor Shelo Lishma Balishma, ça veut dire que on doit faire les choses de manière intéressée pour réussir à les faire après vis-à-vis de Dieu de manière désintéressée. On avait expliqué que désintéressé, ça voulait dire un désintérêt matériel, mais évidemment, il y a toujours forcément un intérêt puisqu'on a posé comme base que toutes nos actions étaient forcément intéressées. Pourquoi il fallait passer, pourquoi la Gemara et pourquoi la Torah nous préconisaient de passer par la manière intéressée pour arriver à le faire de manière désintéressée? C'était pour deux raisons. Je vais faire un résumé, hein, je suis désolé, rapidement. C'était pour deux raisons. Je vais ramener une petite histoire, ça va sûrement que je ne vous ai pas raconté la semaine dernière, enfin la dernière fois. Pourquoi il faut faire les choses de manière intéressée pour réussir à les faire de manière désintéressée? Il y avait deux raisons. D'abord parce que la frustration qu'on a lorsqu'on est obligé de faire quelque chose, lorsqu'on nous donne un ordre, forcément ça crée une frustration parce qu'on n'a pas envie d'obéir à un ordre. Et donc cette frustration-là, si on fait les choses directement pour Dieu, cette frustration-là, j'ai toujours pas trouvé le bon terme, malbiche, on dit ça en hébreu, elle s'habille de Dieu. Ça veut dire, cette frustration, elle s'oriente vers Dieu. Elle est contre Dieu, parce que c'est à cause de lui, on est obligé. Si on dit à un enfant, lève-toi le matin pour aller à la fila, et s'il fait un lien entre le fait de devoir se lever le matin et le fait de devoir aller à la fila, il se dit, ouais, c'est parce que je dois aller à la fila que je me lève, sinon je pourrais glander dans le lit. Alors que c'est absolument pas vrai. C'est quelqu'un qui veut réussir dans la vie doit se lever le matin, quoi quelle que soit sa croyance. Et donc, si je passe par la Torah, j'utilise la Torah pour imposer certaines choses, alors, donc, la frustration que l'enfant il a, elle se met sur la Torah et sur Dieu. Et la deuxième raison qui était encore la plus grave, c'était que cette frustration, si elle est sur la réalité de la vie, et ben, petit à petit elle passe. Je vous ai raconté l'histoire de l'enfant avec le camion contre le mur, si vous vous rappelez. Cette frustration, elle passe, parce qu'au bout d'un moment, on comprend que c'est comme ça, c'est Achaïm, c'est la vie, il n'y a rien à faire, et donc la frustration passe. Quand c'est sur la Torah, cette frustration qui pourrait passer ne passe pas, elle reste, et c'est ça qui est dommage. Donc deux raisons. Juste, c'est mes revenus. Quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, purée, je ne vous avais pas raconté cette histoire, c'est dommage. Donc j'en profite maintenant du petit résumé pour raconter cette histoire. C'est un truc qui m'est arrivé il y a, je vais faire comme les vieux, ça ne nous rajeunit pas, plus de 10 ans, 11 ans. Quand ma fille, elle avait 3 ans, je l'ai amenée, peut-être qu'elle avait 4 ans, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je l'ai amenée, j'habite encore en Israël, et je l'ai amenée au centre aéré. Kaitana, on dit en hébreu. La Kaitana, ça veut dire qu'en fait, il y a des enfants qui ont l'âge maintenant de ma fille, très très jeunes, et qui s'occupent, après l'école, quand c'est les vacances, ils s'occupent des enfants et ils prennent vraiment des toutes petites sommes, ça coûte rien du tout, et ils font le babysit pendant le juillet où il n'y a pas école. Et c'est comme ça, on les amène. Alors, ils s'organisent, ils sont à 14 ans déjà hyper organisés. Enfin, c'est super bien organisé avec des sorties au parc et des travaux manuels. C'est très sympathique. Et donc, je l'avais amené à la Caïtana. Elle était revenue de la Caïtana avec une bougie qu'il fallait allumer parce que c'était la Iloula, le Asgir, c'est-à-dire l'anniversaire de la mort de je ne sais plus quel rabbi, quel rave, bon, bref. Et donc, elle est revenue avec sa bougie. Et il fallait donc l'allumer. Donc elle nous a dit ce soir, dès que c'est la nuit, il faut l'allumer, il faut l'allumer. Okay. À la nuit tombée, avant qu'elle aille se coucher, manque de bol, on ne la retrouve plus. Et l'état, on ne la retrouve plus. Alors vous imaginez pas la crise de nerfs, si elle m'entend, elle voit plus tard, elle a le nerf. Crise de nerfs, bon, c'est normal, c'est un enfant de 4 ans.
C'est un truc de ouf. Elle attendait la nuit pour pouvoir l'allumer. C'était le truc de la Kaitana. Après, le lendemain, ils vont raconter. Rien à faire. On cherche partout, on retourne partout. Tous les jeux, je sais pas si vous savez pas encore, mais quand on cherche un truc dans les caisses de jeux, il y a beaucoup de caisses de jeux, ça peut mettre un bon paquet de temps. Et on trouve pas, on trouve pas, on trouve pas. Et donc, c'est la crise, la crise, la crise tout le temps. Finalement, bah, au Hachem, on a retrouvé. On ne me rappelle plus du tout où, mais on a retrouvé la bougie. On va pour l'allumer. Il est tard hein, quand même. Je sais pas, il devait être 11h, minuit, il était très tard. On va pour l'allumer. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez pas la suite? Je suis pas un fumeur. On n'a pas de feu. On n'a pas de feu. On n'a pas de feu à la maison. Rien. C'était pas au gaz, c'était une vitrocéramique. On n'a pas de feu. Va trouver du feu à minuit. Et là, je lui dis, on n'a pas de feu, on n'a pas d'allumette. Elle va au lit, elle va se coucher. Nickel. Rien, pas une crise, pas un mot. Comment ça se fait? Pour la bougie, c'est comme un malade. C'est exactement ce qu'on a expliqué. C'est que quand on est médecapé, ça veut dire quand on espère quelque chose qui n'est pas comblé, alors là, ça crée une frustration. Mais quand c'est la réalité, il n'y a, pas d'espoir. Elle sait, il n'y a pas de feu, il n'y aura pas. C'est pas parce qu'elle va pleurer qu'on va pondre du feu. L'espoir, il n'est pas là. Quand elle comprend que la réalité de la vie, c'est celle-là, il n'y a pas de frustration. C'est que quand on a une réalité de vie espérée et que ça ne se passe pas, que ça crée une frustration, une crise. C'est pour ça que certains c'est pas le sujet, la mishmat, ça veut dire la discipline, la mishmat, c'est pas le sujet là, mais vraiment en succinct, en général, la mishmat, la discipline, c'est ce qu'on aborde en dernier. Euh, Pas parce que c'est le moins important, pas du tout, mais parce qu'en général, les gens qui viennent, c'est pour ça que là, ça ne sera pas la peine de faire comme ça, mais en général, les gens qui viennent dans un cours d'éducation, c'est pour avoir des réponses sur la discipline et uniquement sur la discipline. Donc dès qu'ils ont ce cours-là, après, on les revoit plus. C'est pour ça qu'en général, on met ça à la fin parce que c'est très important, mais c'est pas le plus important et c'est très souvent mal compris comme sujet la discipline. En tout cas, toujours est-il que si un enfant il est bien discipliné, c'est-à-dire que, en fait, bien discipliné, ça veut dire qu'il a compris le sens des mots, que le mot non en français, il veut dire non. Et pas, il veut pas dire non, t'as pas encore assez pleuré. Parce que très souvent, les enfants, ils pensent que non, ça veut dire non, t'as pas encore assez pleuré. Donc, ils pleurent un peu plus. Comme ça que ça se passe quand on est à la caisse et qu'un enfant, il a envie tous les trucs qui sont juste devant la caisse, tous les bonbons et les friandises, etc. Et qui se roulent par terre et qu'on voit chez certains, on voit chez beaucoup de familles les crises et on voit chez qui il y a de la discipline et chez qui il n'y a pas de discipline. Tu vois les enfants qui se roulent par terre, qui pleurent et à la fin la mère, bon d'accord, prends ça, elle est super vénère, elle lui donne. Ah, l'enfant il est tout content, elle a détruit sa discipline comme ça, bon. Et il y en a chez qui tu vois qui pleurent, d'un coup, tac, rien, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, non, c'est non. Ça sert à rien de pleurer, surpleurer, de repleurer sur le repleur. Non, c'est non. Donc voilà, vous allez voir quand vous allez essayer d'ouvrir les yeux un peu maintenant quand vous êtes aux caisses. Si vous voulez, vous pouvez même provoquer la chose. Vous voyez un gosse, vous lui dites tiens, tu veux pas un bonbon? Je le paye, c'est moi qui te l'offre. Et là, vous avez le regard des parents. Vous pouvez faire le test hein, si vous voulez voir après comment ça se passe. C'est pas très sympa. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, la frustration, elle vient de l'espoir qu'on a là-dedans et que donc c'est beaucoup mieux de passer dans toutes les obligations qu'on va donner à nos enfants, de trouver un intérêt matériel à les imposer pour pas que ce soit la frustration qu'elle soit pas sur la Torah, sur Dieu, sur des choses qu'on n'a pas envie qu'elles soient. Donc, la deuxième partie donc, de ce cours, ça c'était la première partie. La deuxième partie, ça va être d'expliquer alors quelle est la différence entre la Hana Rouchanit et la Hana Gashmit. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Euh, Tout d'abord, je vous ai parlé de Enod Milvado la dernière fois. Enod Milvado, il n'y en a pas d'autre que lui, Dieu. Lui, non? Non, t'étais pas là. Enod Milvado, ça veut dire quoi? Enod Milvado, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Alors, pourquoi? Ça veut dire quoi Enod Milvado? Enfin, on a dit Dieu existe. Dieu existe, c'est qu'il n'y en a qu'un. Non, il y a plus que ça quand on dit Enod Milvado. C'est que non seulement il existe, mais qu'il n'y en a pas d'autre. Ça veut dire que tout ce qui a été créé, tout sans exception aucune, a une utilisation pour en faire quelque chose de bien. Pas d'exception. Sans exception. Tout ce qui a été créé, il n'y
Il y a des choses qui tendent vers du négatif, il y a des choses qui tendent vers du positif, il y a des choses qui tendent vers le parveux, rien du tout, ni l'un ni l'autre. Mais tout a une utilisation en positif, sans exception aucune. C'est ça que ça veut dire Enod Milvado. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme chez certaines croyances, une guerre entre le bien et le mal et on va voir qui c'est qui a gagné. Non, il n'y a pas ça. Tout, sans exception, ça a été créé pour pouvoir en faire quelque chose de positif. Et donc, tout ce qui va être Gashmi, tout ce qui va être matériel aussi, sans exception. Ok. Maintenant, quelle est la différence entre la Hana Gashmit et la Hana Rouhanit? La Hana Rouhanit, c'est très difficile à traduire. Hana Rouhanit. Vous avez déjà l'habitude avec moi que je traduis certains termes, je ne les traduis pas, on garde le terme en hébreu, on l'explique et on le garde en hébreu, comme on avait fait avec Af'ala par rapport à Chinour. On va essayer de garder aussi Hana Rouhanit. Je vais le traduire une fois, mais après je vais le garder Hana Rouhanit. Hana, ça veut dire un kiff. Rouhanit, ça veut dire non matériel. Si je traduis textuellement, ça veut dire spirituel, mais ce n'est pas le bon sens, parce que ça ne veut rien dire comme ça. Ana Gashmit, ça veut dire le kiff matériel. Pardon. Ana Goufanit, Gouf c'est le corps, ça veut dire une Ana, un kiff matériel. Et Ana Rouhanit, ça veut dire non matériel. On va regarder ça comme ça. À ne pas confondre avec la récompense du monde futur. Strictement aucun rapport. Un kiff non matériel, c'est un kiff terrestre. Je ne parle toujours que de ce monde-ci. Jamais on va aborder. Ça, c'est un de mes chevals de bataille d'ailleurs. Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter mes cours qui ne sont pas de l'éducation, vous allez voir que ça revient très 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 souvent. On ne parle que de Olamazé. Olamazé, ça veut dire ce monde-ci. On parle que de ça. Et c'est encore plus présent dans l'éducation des enfants parce que si on présente une possibilité chez les enfants, et c'est très souvent fait, on va dire, de manière inconsciente chez les parents qui sont très pratiquants, on a souvent l'impression qu'ils proposent un monde aux enfants qui va être de souffrance dans ce monde-ci ou de restriction et de moins de kiff dans ce monde-ci. Mais attention, dans le monde futur, tu auras une compensation de toutes les galères que tu as eues sur Terre. Alors que le message de la Torah, il n'est absolument pas celui-là, absolument pas celui-là. Le message de la Torah, après on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas le message de la Torah, c'est de proposer une vie réussie sur Terre. Après, ce qu'il y a après, c'est du bonus. Mais on ne parle pas de ça. La Torah ne parle jamais de la vie après la mort. Et c'est très important de garder ça en tête parce que si ce qu'on propose aux enfants, c'est soit de souffrir ici-bas, mais d'avoir une compensation, soit de kiffer ici-bas, mais après d'être puni là-haut, il y a beaucoup, beaucoup de chances, parce que c'est connu, c'est une expression même française, vaut mieux un tien que deux tu l'auras, que ce soit quelque chose qui ne tienne pas et que les valeurs qu'on va inculquer ne tiennent pas. Que ce soit les valeurs de la Torah ou d'autres valeurs qu'on a envie de, comme l'honnêteté ou comme d'autres choses qu'on a envie d'inculquer. On aura un cours entier que sur les valeurs et c'est lié à l'éducation par l'exemple. On abordera à ce moment-là ce sujet. En tout cas, qu'est-ce que c'est alors la Hana Rouhanit dans ce monde-ci, la Hana Rouhanit dans ce monde-ci, donc le kiff qui n'est pas matériel dans ce monde-ci. L'exemple que mon Rav me donnait, c'est imaginez que vous êtes chez vous, on va dire Mamie Fortune, je ne vais pas dire Mamie Malké, Mamie Fortune. Bon, moi j'ai une Mamie Fortune. Je ne sais pas si vous en avez une, en tout cas vous êtes chez Mamie Fortune, vous rentrez dans le grenier, vous allez là-bas et vous trouvez, qu'est-ce qu'on trouve dans les greniers de Mamie Fortune? Une lampe à huile. Vous frottez, toujours, pourquoi tu fais la tête étonnée? Il y a toujours des lampes à huile là-bas. Tu la frottes et il y a un génie qui sort, toujours ça arrive. Et le génie, qu'est-ce qu'il vous propose? Il ne vous propose pas 3 vœux. Il vous propose de développer un de vos 5 sens. Ok, on a 5 sens. Il vous propose de développer un des 5. Alors lequel vous allez choisir, d'après vous? Vous avez déjà posé la question, si ça vous arrive, vous n'allez pas être prêt. Quel des 5 sens? Lequel des 5 sens? L'écoute? Ça veut dire Louis en français. Ouais. Louis de loi à oui. C'est un sketch de vous. Comment? Je l'écoute, mais c'est pas Louis. Bah si, c'est Louis. Oui, mais... L'écoute. Le fait d'avoir bien écouté les gens. Non, d'accord, ça c'est très important, c'est pas un des 5 sens. La vue? Mais la vue, ça veut dire quoi? La vue aussi? Tu vois hyper loin, ouais. C'est pas mal. Oh non? J'ai touché, ouais. Louis? Il n'y a personne qui dit le goût, hein. Discret. Alors, si vous réfléchissez bien,
Ça c'est sûr. si, si vous réfléchissez bien, ça arrive très rarement qu'on me dise le goût. Pourquoi? C'est ça qui je veux voir. Après, chacun il fait comme il veut, hein, mais quand ça arrivera, on verra. Mais en tout cas, ce qui est plus intelligent à mon sens, c'est de ne pas prendre le goût. Pourquoi? Parce que le goût, ça veut dire quoi? On va être comme on devient, ça veut dire qu'on développe. Il pensait que quand il allait dire la vue, il allait voir à travers les murs. Non, c'est pas qu'on devient surnaturel, c'est juste que c'est exacerbé, c'est énorme. Notre sens, il est très fin. Ça veut dire que dans le goût, on va être comme Rémi. Vous connaissez Rémi? Mais c'est Rémi? Ratatouille. Enfin, Rémi, c'est le rat dans Ratatouille qui fait la cuisine. Ok? Vous n'avez pas vu Ratatouille? On fera une projection la prochaine fois. Rémi, il sent tous les goûts, chaque épice, chaque machin, tout, il est comme un ouf. Il sent chaque truc, comme un chef étoilé. Eh ben, c'est ça que ça veut dire. On va être Rémi. Maintenant, combien on va pouvoir kiffer avec ça? On va manger un truc, on va sentir. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger encore un petit peu. Et après, je ne sais pas si vous vous rappelez la veille de Kippour, comment vous êtes 10 minutes avant l'entrée de la fête. Vous êtes moyennement bien, parce qu'on a rentré tout ce qu'on a pu. Et au bout d'un moment, on ne peut plus rentrer. Ok? Par contre, si vous développez l'ouïe, ouais, que vous écoutez une belle musique, un truc, une mélodie, et ben, ça peut durer beaucoup plus longtemps que. Il n'y a pas de trop plein comme dans la nourriture aussi vite. C'est-à-dire que plus la chose elle est détachée du matériel, les deux c'est olamazé. Les deux on parle de ce monde-ci. Je ne vous parle pas de quelque chose qui est dans le monde futur. Encore une fois, plus la chose elle est détachée du matériel, il y en a un qui n'est pas d'accord là, mais on va discuter. Plus la chose elle est détachée du matériel, plus elle se prolonge dans le temps. N'est-ce pas? C'est-à-dire que si tu coupes la musique, ouais, tu peux encore l'avoir dans la tête et tu peux encore profiter de ça, même 2 jours après, parce que tu réentends la mélodie dans ta tête. Mais j'ai rarement entendu quelqu'un qui m'a dit, attends, j'ai rarement entendu quelqu'un qui dit, j'ai fait une bouffe il y a 3 ans et demi, un truc, ah si? Ah ouais, et que encore maintenant vous vous en rappelez, et vous profitez encore maintenant. Ben, qu'est-ce que tu voulais dire comme question? Oh? Walt Disney, ouais. Non, mais j'ai pas dit qu'il fallait. Et si tu manges un truc dégueulasse aussi, tu auras plus jamais. J'ai pas dit ça. Si tu écoutes quelque chose d'agréable, ouais, et ben tu peux en profiter pendant très longtemps. Évidemment que dans l'autre sens, ça va être pareil. Que si tu as Évidemment, et c'est à ça que je vais arriver. Évidemment que si c'est une musique désagréable, ça va être dans l'autre sens plus désagréable. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton kiff, il est multiplié dans la douleur comme dans le kiff. Mais ça veut pas dire que ça ne vaut pas le coup d'écouter bien, parce que quand ça sera une mélodie agréable, tu vas être comme un ouf. Mais de toutes les façons, ça sera pareil si tu manges quelque chose de pas bon. Si tu sens bien les goûts, tu manges quelque chose de pas bon, ça va être désagréable. Ce que je veux dire juste, c'est que plus, et vous allez faire, ça ne veut pas dire que vous devez accepter ça tout de suite, mais gardez ça dans un coin de votre esprit et essayez d'être à l'affût après, dans ce qui va vous arriver dans votre expérience. Plus la chose, elle est détachée de ce qui est matériel. Quand je dis matériel, c'est matériel. Hein. Je ne parle pas de ce monde-ci. Très souvent, on pense que je parle ça et que je propose un kiff dans le monde futur. Absolument pas. Dans ce monde-ci, demain, quand vous êtes dans la rue, vous allez voir que plus la chose elle est détachée de ce qui est matériel, immédiat, plus elle se prolonge dans le temps. On va ramener quelques exemples, vous allez voir ce que je veux dire. Maintenant, il y a un point qui n'est pas très agréable pour essayer de faire passer ce message, pour essayer de comprendre ça. On va prendre la chose à l'extrême et on va essayer de voir. Quand je le dis comme ça sur un kiff, sur les kiffs, c'est difficile à avaler, c'est difficile à comprendre parce qu'on n'est pas habitué à ça. Je dis, quand moi j'ai entendu ça la première fois, point. Après je l'ai réécouté, et à partir de quelques fois, je ne peux pas vous dire maintenant combien de fois j'ai entendu cette idée, pendant combien d'heures, mais facilement plusieurs dizaines d'heures, ça ne fait aucun doute. Au bout d'un moment, on arrive à vivre la chose. Je vais vous dire dans quel sens vous la vivez déjà, sauf que vous n'êtes peut-être pas encore conscient. Dans le kiff, on a du mal à sentir parce que, je vais vous raconter quelque chose, vous allez voir pourquoi on a du mal, parce qu'on n'a pas été éduqué là-dedans, on n'a pas appris à être conscient de ce kiff-là qu'il existe. Mais dans la souffrance, on a appris ça.
Dans la souffrance, on en a fait l'expérience et on le voit beaucoup plus. Juste par analogie, vous allez voir que c'est pareil dans le kiff. Euh, quand est-ce que c'est une souffrance la plus grande qui puisse exister? Est-ce que c'est une souffrance physique ou c'est une souffrance qui est détachée du matériel? Dans la souffrance, tout le monde veut bien le croire. Il suffit de voir les gens, malheureusement, je prends cet exemple, c'est pas agréable, mais les gens qui se suicident, c'est très, 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 très rare qu'ils se suicident à cause d'une souffrance matérielle. C'est toujours, pratiquement dans 99,9% des cas, à cause d'une souffrance qui n'est pas matérielle, qui est, alors on dit spirituelle, mais qui a un sével rouhani, ça s'appelle une souffrance rouhani. Comme on dit la ana rouhanite, il y a le sével, c'est la souffrance rouhani. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont se suicider parce qu'ils ont eu un énorme chagrin amoureux ou une énorme, un remords énorme ou plein de choses comme ça. Mais rarement parce qu'ils ont mal à la jambe ou une fois j'ai parlé à un rhumatologue donc, qui s'occupe de souffrance toute la journée. Et je lui ai posé cette question. J'étais Shabbat dans un kidouche en face de lui. Il m'a dit qu'il était rhumatologue. Je lui ai dit, j'ai une question que je vais vous poser depuis des années. Je lui pose la question. Il a dit, c'est marrant, on ne m'a jamais posé cette question. Et il m'a dit, il a eu un cas. Dans toute sa carrière, il était déjà à la retraite, ou presque. En tout cas, il avait l'air. Hello, salut. Ça va? Et donc, il a eu un seul cas dans toute sa carrière de quelqu'un qui s'est suicidé parce qu'il avait mal physiquement. Donc, vous arrivez au bon moment. Un seul cas dans toute sa carrière. Et par contre, tous les suicides qu'il a vus passer, c'était tout le temps chagrin d'amour, des trucs comme ça. C'est un sével qui est rouhani. De la même manière, au niveau du kiff, c'est pareil. Plus la chose, elle va être détachée du matériel, plus le kiff, il peut se prolonger dans le temps, plus il vaut le coup en termes de kiff de ce monde-ci. Prendre quelques exemples. Après, on va essayer de voir comment on peut le remplir, ce kiff. Il y a un jour, mon Rav, il était en train d'enseigner à des élèves, à des jeunes, comment dire ça, des gens qui traînent un peu dans la rue, qui n'ont pas trouvé leur voie. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Des petits jeunes qui n'ont pas trouvé leur voie, qui ont arrêté leurs études, machin, qui traînaient un peu dans la rue. Et lui, il avait une association, il s'occupait un peu des gens comme ça. Et il avait commencé avec eux à faire un petit temps d'études avec eux. Donc, ils se posaient dans un coin, c'était en Israël. Ils étudiaient. Un jour, il y a quelqu'un qui arrive, pas trop la dégaine du gars qui vient étudier avec les tatouages, les boucles d'oreilles, les machins. Bon. Il débarque. Et ça marche mieux en hébreu quand on fait avec l'accent israélien du gars nonchalant. Il arrive là, il dit, qu'est-ce que vous faites là? Alors, moi, je dis, tiens, ça vaut le coup d'essayer, tenter même avec un gars comme ça vaut le coup, une expérience. Et alors, il dit, Anachnu Medabrim, ils étudiaient, il dit, Anachnu Medabrim Ana Uchanit. Il dit, on parle de Ana Uchanit. Alors, le gars, il dit, c'est mal daber, daber, bichlal. Qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce qu'il y a à parler, de toute façon? Alors, il lui dit, c'est quoi Ana Uchanit? Alors, il se dit, bon, quel exemple je peux lui ramener à un gars comme ça, qui n'a pas l'air. Il dit, bon, imagine, tu es à Tachana devant le Machane Yehuda. Machane Yehuda, vous connaissez Machane Yehuda? Machane Yehuda. Machane Yehuda, c'est le chouk Machane Yehuda à Jérusalem. Vendredi après-midi, tu vas là-bas, tu es dans la ligne de bus qui passe par là-bas. Et tu es avec des copains, toi, tu n'as pas fait attention, tu t'es venu, tu t'es assis devant. Ton copain, les jeunes, ils savent que quand tu vas dans le bus, tu vas au fond du bus, dernière place, tu poses la tête sur la vitre, tu attends que tu arrives. Pourquoi? Parce que si tu es assis devant, et qu'il y a une vieille dame qui arrive au chouk Mahne Yehuda avec ses sacs, ça fout mal, tu vas pas rester assis si elle arrive. Donc tu es obligé Et après, il n'y a plus de place. Et donc tu tapes tout le trajet debout. Il dit alors imagine que tu es allé là-bas et que tu t'es embrouillé, tu t'es assis devant, tu n'as pas fait attention. Ça rate pas, à Mahane Yehuda, tu as une vieille qui arrive avec ses sacs. Et donc là, tout le monde qui regarde, c'est pas les deux. Tac, tu te lèves et tu laisses. Ton copain, il a fait toute la route et toi, tu es assis et toi, tu es debout. Il dit une fois que vous êtes descendus du bus tous les deux, qu'est-ce qui se reste dans les mains? Le mec, il a répondu les sacs de la vieille dame. Il a cru que c'était les siens. Il dit non, t'as pas compris l'histoire. Ils sont pas à toi les sacs, ils sont à la vieille dame. Qu'est-ce qui te reste dans la main? Il dit rien. Qu'est-ce qui me reste dans la main? Il dit ton copain, qu'est-ce qui lui reste dans la main?
Je dis rien. Il dit ton copain, il a passé tout le trajet assis, d'accord, mais maintenant c'est fini. Toi, c'est vrai que tu étais debout, mais maintenant, tu as entre les mains un bon maasé, un maasé tov. Ça veut dire que tu as le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien. Tu as laissé à une dame à s'asseoir. Non, je sais pas. Je dis bon, on a tenté, on ne marche pas à tous les coups. Mais qui part? Il s'est dit bon, on peut pas réussir à tous les coups. 3 semaines plus tard, le gars il arrive, il fait voilà, Taïch Mesuka, Nata. C'est-à-dire, t'es un dangereux, toi. C'est un dangereux. C'est un dangereux. Il dit que je commence à me lever pour les vieilles dames maintenant dans le bus à cause de toi. Le gars, il s'assied exprès devant, du coup. Parce qu'une fois que tu as senti, et c'est ça qui manque dans la Naouchanit, c'est la moudaout, ça veut dire c'est la prise de conscience qu'elle existe. Pourquoi il manque cette prise de conscience qu'elle existe? Parce que le kiff, quand c'est un kiff matériel, il est lié à la cause. La conséquence est liée à la cause directement. C'est-à-dire que je mange un hamburger et je kiffe. Ouais, un bon hamburger. Après, on se le fait. Là, je dois foncer un mariage après. Je croque dans le hamburger. La cause, c'est le hamburger. La conséquence, c'est le kiff. Ils sont liés les deux. Je sens bien que mon kiff, ça provient de ce hamburger. Mais quand je me sens bien parce que j'ai fait un bon marassé, j'ai fait une bonne action, le lien, il n'est pas direct. Si j'ai pas une prise de conscience et si on n'apprend pas aux enfants à prendre conscience de ça, à voir ça, ils ne le verront pas. Ils seront comme moi qui ai pris conscience de ça bien trop tard, que quand j'ai entendu ce cours des dizaines de fois. C'est-à-dire que quand le lien il n'est pas fait, si on ne l'a pas fait pour l'enfant, il ne peut pas le faire tout seul. Il y a la connexion entre le hamburger et le kiff, il est direct. Entre le film que je vois au cinéma et le kiff que j'ai eu, il est aussi direct. Etc. Tous les kiffs qui sont matériels, encore une fois, tout n'est pas soit matériel, soit rouhani. Il y a plein de degrés. Ça peut être un peu matériel et beaucoup rouhani, ou énormément matériel, pas du tout rouhani, ou complètement. Il y a plein de degrés. Mais plus la chose elle est rouhani, moins la causalité elle est évidente. Ouais, tu veux dire quoi? Quand on est avec un enfant, expliciter, à dire quel kiff j'ai eu de. Alors, je vais expliquer comment on peut le faire. Je vais expliquer comment on peut le faire. Il y a 3 étapes pour y arriver, on va expliquer. Un autre exemple pour voir ça, pour illustrer. Un jour, mon rave, il était avec son fils, il rentrait à la maison, il lui a dit, il est passé lui acheter un Arctic. Vous savez ce que c'est Arctic? Arctic. Une glace à l'eau. Une glace à l'eau que vous achetez à un demi-shekel à la Macolette et à 10 shekels sur la plage. Voilà, c'est la glace à l'eau, Arctic. Alors il est passé lui acheter Arctic, une Arctic, et ils arrivent devant chez eux, juste à côté, la Macolette, ils arrivent devant chez eux, et son fils, il lui dit, un fils de 8 ans, il lui dit, laisse-moi avec la voiture. Je dis quoi, laisse-moi avec la voiture? Il dit, non, je veux manger la glace dans la voiture. Je veux manger la glace dans la voiture. À la maison aussi, il y a le masgan, qu'est-ce que tu veux manger les glaces dans la voiture? Il dit, ah, je préfère dans la voiture. Je dis, bon, vas-y, lâche l'info. Et pourquoi tu préfères manger les glaces dans la voiture? T'as lu une halakha que c'était mieux de manger. C'est quoi le délire? Il dit, non, il y a un enfant de l'immeuble qui est en bas de l'immeuble tout le temps et lui, il n'a jamais de glace. On dirait que les parents, ils n'avaient pas les moyens d'acheter souvent des glaces, même si c'était pas très cher. Il y en a qui n'ont vraiment pas les moyens. Il dit, je me sens mal de passer avec ma glace devant lui. Donc, je préfère la manger dans la voiture. Dès que je termine, je te rejoins. Alors, mon rave, il dit, bon, un demi-shekel la glace, on aurait pu se permettre d'aller en acheter une deuxième pour lui donner. Mais il voulait faire une expérience. Et les pauvres, c'est toujours ces enfants qui subissent les expériences. Et il lui dit, bon, alors si lui, il n'a pas, peut-être que ça vaut le coup de lui donner. C'est pas quelque chose de rare, un article. Il dit, ouais, pourquoi pas. Qui passent ensemble, il y a effectivement le glace, il lui donne. Il est tout content. Il monte en haut. 2 heures plus tard, il lui dit, était bonne la glace? Je dis, papa, ouais, je te demande, elle était bonne la glace? La glace que je t'ai achetée tout à l'heure, tu te rappelles pas déjà? Ouais, je t'ai acheté une glace, elle était bonne. Il dit, mais papa, tu te rappelles pas? On l'a donnée à. Il dit, ah oui, c'est vrai, alors elle était bonne? Papa, t'as un problème. Je viens de te dire qu'on l'a donnée. Il dit, bon, imagine tu l'avais mangée. Alors elle était bonne? Il dit, papa, c'était il y a 2 heures, de quoi tu me parles? C'était il y a 2 heures. C'est fini la glace il y a 2 heures. Elle est complètement terminée. Il dit, ah d'accord. Et comment tu te sens que tu as donné la glace là à l'enfant? Il dit, ah, il ne se rend pas compte de ce qu'il dit, mais il dit, ah, ça c'est un gros kiff.
Il dit encore maintenant. Il dit ouais, grâce à moi, il était tout content, il y a une glace, il en a jamais et tout. C'est un gros kiff. Il dit mais c'était à 2 heures. Ouais. Tiens, c'est vrai. Point. C'est tout. Alors il a fait 1 degré de plus. Il a dit bon, c'est là qu'il faut s'arrêter. Il a fait 1 degré de plus pour faire une expérience, mais c'est normal. Il a dit alors peut-être ça vaut le coup de donner tout le temps la glace. Il dit non, pas toujours. Évidemment. Il a peur qu'on lui enlève les glaces. Il a raison. Mais l'idée, elle est juste de faire prendre conscience que ça existe. Voilà. Tu as fait quelque chose de bien, tu as un sentiment tov, tu as un bon sentiment, tu as une argacha, la argacha d'être bécédère, en hébreu ça se dit, ça veut dire une satisfaction personnelle de tes actions, et c'est à partir de là que l'éducation elle peut avancer. Que lorsqu'un enfant, il a une satisfaction personnelle de ce qu'il fait, de ses actes. Et donc si on arrive à développer chez lui la prise de conscience que ça existe, on va expliquer comment, la prise de conscience que ça existe, c'est indispensable pour qu'il puisse ressentir ce kiff-là. Parce que sinon, ce kiff-là, il l'aura eu, mais il n'aura pas réussi à faire le lien entre ça et la glace qu'il a donnée. Et s'il n'a pas réussi à faire le lien entre ça et la glace qu'il a donnée, il ne va pas chercher une autre fois à donner la glace pour pouvoir ressentir ce kiff. Vous voyez? Il y a une autre histoire un peu similaire d'une petite fille qui avait, c'est assez hallucinant, qui avait, sa maman, elle l'obligeait, Erev Shabbat, avant Shabbat, la veille de Shabbat, de préparer à manger pour une famille du quartier qui n'avait pas les moyens. Et elle a galéré et tout, alors que ça aurait pu être un moment sympathique avec sa maman. Ils étaient là, en train de cuisiner, encore un poulet en plus, un machin, Et la petite fille, elle supportait pas ça. Et une fois ou deux, elle s'est rendue compte, la mère, que même, elle mettait exprès trop de sel pour rendre la nourriture pas bonne. Une petite fille de 12 ans, 13 ans qui vient aider, qui exprès abîme la nourriture. Alors elle a écrit une lettre, cette dame, à mon Rav pour lui poser la question. Elle a dit il faut amener direct chez le psychiatre. Voilà, on aide quelqu'un qui n'a pas les moyens. Tu ça va. T'es pas obligé de sourire, mais de là à mettre du sel et d'abîmer le truc, faut pas exagérer. Alors il lui a proposé toute une mise en place, c'est ça qu'on va analyser, euh, pour arranger le problème. Et ce que la mère elle a fait, c'est elle a pris sa petite fille, sa fille. Et d'abord, elle a passé un moment où elle a arrêté de faire ça. Et ensuite, elle a raconté une histoire. Elle a raconté une histoire d'une famille qui est, malheureusement, le père il est malade et donc il a arrêté de travailler. Il ne peut plus travailler. Et la mère aussi elle a quitté son travail parce qu'elle est obligée de s'occuper de son mari à la maison qui est très malade. Et ça va très mal et du coup ils n'ont pas les moyens. Il y a les machins, ils n'ont pas de quoi acheter. Et elle était en train d'allumer les nérodes de Shabbat et, et elle pleurait. Et son enfant qui dit maman pourquoi tu pleures? Elle dit je pleure pas. Maman pourquoi tu pleures? Elle dit non je pleure pas. Elle dit maman pourquoi tu pleures? Et en fait pourquoi elle pleurait? C'est parce qu'elle se disait bon pour moi je peux renoncer à tout mais juste un poulet pour Shabbat elle aurait aimé avoir pour son enfant, puisse manger un peu de protéines. Elle raconte ça à sa fille, celle qui préparait à manger. Et alors la petite fille, elle est triste. Elle dit, mais tu sais quoi? Juste avant d'allumer les rotes, cette fois-ci, Shabbat dernier, ça a toqué à la porte. Ah, maman, elle ne voulait pas ouvrir, on n'a rien à servir, il y a des gens qui viennent. On n'a rien à servir, on ne va pas ouvrir, mais ça insiste. Je dis, bon, on est obligé d'ouvrir. Alors elle ouvre, et il n'y a personne à la porte, mais il y a un carton avec des chalotes, du jus de raisin, un bon poulet, rôti, déjà cuit. Oh, c'était la fête à la maison. Elle lui raconte cette histoire. Il dit, tu sais pourquoi ils ont eu ça? C'est le poulet qu'on avait préparé ensemble il y a 3 semaines. C'était cette famille-là. À partir de ce moment-là, pas une seule fois la petite fille, elle avait envie de rater cette occasion-là de préparer à manger pour une famille nécessiteuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Une fois elle préparait, après elle préparait. Sauf que quoi? C'est qu'elle lui a fait prendre conscience par le Sevel Rouhani, faire très attention, je vais expliquer ce que ça veut dire, du kiff que c'est d'avoir aidé quelqu'un. Je vais expliquer. Jusque-là, elle préparait à manger, cette petite fille, avec sa maman. Sauf qu'on lui disait quoi? Ouais, c'est du chesed, c'est du chesed. C'est un mot. On faisait du chesed, c'est un mot chesed. Le kiff que c'est d'avoir donné, elle n'a pas pu le ressentir. Et même si on lui a dit qu'elle ne fait pas le lien entre ça et la galère qu'elle a eue toute l'après-midi à cuisiner pour eux. Ce qu'il faut faire pour faire le lien,
Alors c'est en 3 étapes. Il faut créer chez l'enfant, et faire très attention avec ce que je dis là, créer un Sevel Rouhani, parce que c'est créer un Sevel Rouhani, ça veut dire créer un manque spirituel. C'est ce qu'il a fait par cette histoire. Avec comment on amène une histoire, on explique et comment on crée chez la personne un Sevel Rouhani, puis une solution pour remplir ce Sevel, parce que si on a créé chez l'enfant un Sevel Rouhani, une souffrance qui n'est pas matérielle, et le laisser comme ça, c'est terrible. Donc il faut toujours, quand on crée un Sevel Rouhani, c'est avec une solution pour le remplir. Et une fois qu'on l'a rempli, pour le remplir, c'est pas le bon terme, c'est parce que je traduis direct de l'hébreu, les malotes, remplir, mais pour le combler, pour le satisfaire. Et troisième étape, la prise de conscience que tu l'as satisfait, que c'est un kiff maintenant, d'avoir réussi à combler ça. Pourquoi on crée un Sevel Rouhani? Parce que ça n'existe pas, un kiff sur Terre, ça n'existe pas, un kiff sur Terre, qui n'est pas la satisfaction d'un manque. La satisfaction, c'est pas de remplir un manque. Je sais pas comment on pourrait dire en français. Un kiff, on a un kiff sur Terre que lorsqu'on a un manque. Le kiff n'est que le remplissage du manque. On kiffe la nourriture que parce qu'on a faim. 3 minutes avant Kippour, je reprends le même exemple, on ne peut pas manger. Et même si on nous propose un truc de malade, on ne va pas le manger parce qu'il n'y a plus de place. Quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Il faut qu'il y ait un petit manque. Ouais, et après, remplir ce manque, c'est ça qui nous procure un kiff. C'est d'ailleurs ça qu'on fait, peut-être sans s'en rendre compte, dans tout. Des fois, on se crée des manques parce qu'on a besoin de kiffer. On a besoin de kiffer, donc on se crée des manques pour pouvoir kiffer. C'est un kiff, donc on se les crée. Par exemple, pour mesdames, non, pour les hommes aussi, c'est vrai aussi. Le shopping, c'est quoi? On n'a rien besoin. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire du lèche-vitrine. C'est quoi du lèche-vitrine? C'est pas du shopping, du lèche-vitrine, pardon, je me suis mal exprimé. C'est quoi du lèche-vitrine? On n'a rien besoin. Sauf qu'on a envie de kiffer, mais on n'a pas de manque, on ne peut pas kiffer. Donc il faut qu'on se crée un manque pour pouvoir le remplir. Donc on va lécher les vitrines, voir qu'est-ce qu'on pourrait kiffer, qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Ah, ça c'est de ouf, je l'ai pas. Donc j'ai un manque, génial. Donc maintenant je peux le remplir et je vais kiffer. C'est juste ça le kiff, c'est combler un manque. Donc des fois quand on n'a pas le manque, alors on se le crée, mais c'est pas grave. On se le crée pour pouvoir. Maintenant, la Naouchanit, ça va être pareil. Pour pouvoir combler un manque, il faut créer le manque chez l'enfant, cette proportion à souffrir pour les autres. Ça veut dire, je lui ai raconté l'histoire de telle personne qui n'a pas à manger, etc. Donc j'ai créé chez lui cette proportion à la, on va dire, à être, comment on dit en français, l'empathie. Je lui crée chez lui cette proportion à l'empathie. Je lui montre comment on peut le remplir. Encore une fois, ça me revient, mais voilà. Et une fois qu'on l'a, ouais, on lui fait prendre, une fois qu'on l'a rempli, on fait prendre conscience que voilà, c'était un kiff de le remplir. Donc il y a 3 étapes. Maintenant, Stam, il y a une blague sympathique sur cette histoire-là du manque, parce que très souvent, on ne s'en rend pas compte, ça, qu'un kiff ne vient que lorsqu'on comble un manque. Et, euh, et en général, si on prend conscience de ça, alors très souvent, en fait, ça vaut plus le coup par rapport au kiff netto, ça vaut plus le coup de ne pas avoir ressenti le manque plutôt que de l'avoir comblé après. Il y a une histoire pour illustrer ça, c'est une histoire yiddish, c'est une histoire chassidique, pardon. Ça se passe, quand c'est une histoire chassidique, ça se passe dans le noir avec un chariot. Je ne sais pas pourquoi, c'est dans le noir avec un chariot, et c'est en Russie, et il y a un tsar, et, bon, enfin, bref. Et il y a des pogroms. Voilà, c'est à peu près le décor dès que c'est une histoire chassidique. Et donc cette histoire-là, donc il y avait le tsar, il avait dû s'enfuir et il y avait plein de gens qui l'avaient aidé dans sa fuite avant de pouvoir reconquérir le pouvoir. Il avait caché dans une charrette la nuit le shamash de la synagogue. Et donc quand il est revenu au pouvoir, le tsar, il a réuni tous les gens qui l'ont aidé dans sa fuite et pour pouvoir reprendre son poste. Et il leur a dit, bon, maintenant, voilà, il y a 10 personnes qui m'ont aidé. Celui qui l'a amené à boire, celui qui a caché dans la charrette, celui qui a le truc, celui qui a amené les révolutionnaires de l'autre côté en faisant croire qu'il était parti par là-bas, etc. Il a réuni et dit, maintenant, ce que vous voulez me demander, je vous donne. Ce que vous voulez. Et donc, vas-y, les premiers, il dit, moi, je veux le château là-bas que j'ai pu accorder, l'Autriche, moi, je veux accorder, tac, tout le monde dit. Et le petit juif, qui était chamache de sa synagogue, qu'est-ce qu'il demande? Il dit, écoutez, moi, je suis toute la journée dans la synagogue. Mais ils ont fait des travaux de rénovation dans la synagogue, et il y a un pilier en plein milieu, ouais, qui avant avait du crépi.
Ouais, et j'adorais me gratter le dos sur ce crépi, comme ça, sur le pilier. Et ils ont fait les travaux, ils ont mis tout ça tout lisse. Alors si vous pouvez envoyer quelques ouvriers qui remettent le crépi là-bas, voilà, ça serait... Ça, il dit choté chez Kamora, il a abruti celui-là. Que tu t'aurais pu demander tellement grosse somme d'argent que toi-même t'aurais pris. Comment on peut être tellement bête de me demander ça? T'aurais pu demander les sommes astronomiques. Toi-même t'aurais payé un ouvrier pour le faire. Il dit encore, bon, tu t'es embrouillé, t'as pas pensé. Ok, je peux comprendre. Mais il y a un truc que je comprends pas. Un truc que je comprends pas. Ça te gratte le dos. Pourquoi tu demandes un truc qu'on va créer pour que tu puisses le gratter le dos? J'ai les meilleurs médecins du monde. Demande-moi des médecins qui te guérissent de tes démangeaisons. Et là, le juif, il a regardé, il dit, ah, vous dites ça parce que vous savez pas le kiff que c'est de se gratter le dos quand on a des démangeaisons. C'est exactement, ça nous fait rire, c'est exactement ça le kiff. Quand c'est un kiff, plus il est matériel, plus c'est ça. Plus en fait on s'est créé le vent et après on le remplit, c'est un kiff. Mais Habibi, si tu l'avais même pas eu, ça aurait été encore plus un kiff. Bref, maintenant, une fois qu'on a compris donc l'enchaînement, il y a 3 étapes. Je crée un manque rouhani, je propose comment le remplir, et ensuite je fais prendre conscience que c'était un kiff de le remplir. Il y a une histoire très on va dire, qui illustre bien ça parce qu'elle a les 3 étapes très clairement. Une fois, mon Rav, il est rentré chez lui juste quelques minutes avant Shabbat et il s'est rendu compte, je ne sais pas si vous savez, en Israël, quelques minutes avant Shabbat dans les quartiers religieux, c'est la folie, parce que, après tout Shabbat, parce que les routes sont bloquées. Et donc les enfants, ils jouent dans le parking, dans les routes, dans le truc, c'est assez la folie et c'est le paradis des enfants, Shabbat en Israël. Et donc il arrive, donc lui, fait attention, il arrive quelques minutes avant Shabbat, et il voit une petite fille qui a pas un comportement normal. Bon, il est particulièrement rave, ça veut dire il arrive rapidement, il a ce qu'on appelle Chokhmat à partout, il arrive à voir sur le visage des gens beaucoup de choses, et il voit qu'elle a un comportement qui est pas exactement le même qu'elle. Donc il la suit des yeux. Qu'est-ce qui se passe? Il voit elle passe dans un groupe de jeunes filles, et elle dit est-ce que je peux jouer avec vous? Et les filles, non, non, non. Alors, il voit qu'elle regarde vers le haut. Donc, il suit son regard, il voit qu'elle regarde sa fenêtre, où il y a sa maman qui la regarde par la fenêtre. Et elle va vers un autre groupe de petites filles qui jouent à la corde. Elle dit, est-ce que vous accepteriez que je... Non, 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 toi, tu ne sais pas faire ça. Mais elle regarde de nouveau vers la fenêtre. Elle part vers un autre groupe de jeunes filles qui jouent au ballon. Vous vous rendez compte que c'est à chaque fois que des jeunes filles. C'est bizarre, hein. Bon, c'est parce que c'était un quartier où c'était que les filles qui jouaient avec les filles. Et donc, et elle dit, est-ce que vous accepteriez peut-être que si la balle, elle part très loin, je vais vous la chercher? Et les filles, elle dit, non, tu cours pas assez vite. Et elles prennent leur ballon, elles partent et, bon. Et elle repart et elle voit la maman, il voit la maman à la fenêtre, et il voit la petite fille qui remonte chez elle. Et ça lui a fait de la peine. Ça lui a fait de la peine. Alors, et lui, il avait sa fille qui jouait avec un des groupes de... Il dit donc, méthode moderne, qu'est-ce que les gens y feraient? Ils prennent sa fille, il dit, t'as pas honte, elle joue avec personne, et comme ça vous la jetez, etc. Il dit, mais lui, il n'a pas l'habitude d'agir comme ça, et ça c'est la solution Zbeng Vegamarnu, ça se dit en hébreu, ça veut dire on pense que l'éducation ça peut se faire en comme ça. Il dit, mais alors que l'éducation ça se fait, on a quelque chose à faire, ça se prendre le temps, ça veut dire ça se fait des semaines, des mois. Donc qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Exactement ça, toutes les étapes. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire, parce qu'elle est très parlante, on voit bien toutes les étapes. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était Shabbat, donc mitzvah après le repas, il a le minag de raconter une histoire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Quelle histoire il raconte cette histoire-là? Mais pour pas qu'elle comprenne tout de suite, la petite fille, il a raconté sur un garçon. Il y a un garçon qui a machin, il veut jouer avec les copains ne laissent pas jouer, il raconte toute une histoire comme ça, très triste. Et la maman qui regarde, qui a de la peine pour son petit-fils, qui joue son garçon, qui joue avec personne, etc. Il raconte comme ça. Bien dans les détails, quand on a le sens des détails de l'histoire, presque ils étaient en train de pleurer, ces enfants, quand ils entendent l'histoire. Et il dit, voilà, et il remonte à la maison. Il dit, papa, et la fin de l'histoire? Il dit, ouais, c'est fini l'histoire. Il dit, mais ça finit mal. Il dit, bah, toutes les histoires finissent pas bien, celle-là, elle finit mal. Et sa grande fille, elle dit, mais papa, invente-leur une fin, tant pis. Il dit, mais c'est ça l'histoire, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui, il pleurait. Voilà.
Ah oui, j'avais oublié ce détail, il pleurait quand il rentrait chez lui. Bon, allez au lit. Le lendemain, après le repas, de nouveau, il y a le moment de l'histoire. Il dit, bon, on voulait une histoire. Il dit, non, papa, c'est bon, pas d'histoire aujourd'hui. Il dit, pourquoi? Elle était pas bien l'histoire d'hier? Il dit, non, elle était pas bien. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait l'histoire d'hier? Il dit, non, elle est triste, on n'aime pas les histoires tristes. Il dit, alors, vous savez quoi? Peut-être qu'on n'a qu'à lui écrire une fin à cette histoire. Il dit, comment on peut lui écrire une fin? Je sais pas, imaginez quelque chose qui peut ressembler, on pourrait arranger pour qu'on écrive nous une fin heureuse à cette histoire. Sa fille qui était en âge de truc, réfléchir. Ah, il dit, ah, il y a une petite fille dans. Ah, ça marche pas, c'est une fille. Il dit, non, non, mais c'est pas grave, vas-y, ça peut marcher aussi avec une fille. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ça correspond? Il dit, ouais, ça correspond. Il dit, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, ben, alors, j'ai envie de jouer avec elle. Il dit, ok, je te permets, mais qu'une demi-heure. Je sais pas combien. Ok. Et donc, elle va jouer avec elle. Elle joue avec elle. Au bout d'une demi-heure, il l'appelle, tu rentres tout de suite à la maison. Non, pas plus. C'est pas combien c'est dur. T'es contente de jouer avec elle? Ouais, ouais. Je dis, bon, demain, je perds mes 3 quarts d'heure. Etc. Comme ça sur plusieurs semaines. Pour le moment, il a créé un Sevel Rouhani, un manque avec une histoire. Ça peut être avec une histoire, ça peut être. C'est très, on va dire, c'est presque une caricature d'histoire tellement c'est. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait au jour le jour avec les enfants. C'est juste pour bien comprendre. Il a fait quelque chose qui s'appelle Yotse Doven, ça veut dire c'est quelque chose d'exceptionnel. On ne fait pas ça au jour le jour avec les enfants. C'est un cas exceptionnel. C'est juste pour. Je le raconte parce qu'il est bien pratique pour bien comprendre le fonctionnement. Et donc, quand plusieurs semaines après, c'est arrivé le moment de Toubishvat. Et donc, Toubishvat, vous savez ce que c'est Toubishvat? On ramène tous les fruits de la terre qu'on peut trouver en magasin, au marché, les fruits secs, pas secs, les chewing-gums aux fruits, les chocolats à la cerise, tout ce qui a le mot fruit ou de près ou de loin, on ramène sur la table. Je sais pas si vous fait un buffet de ouf, et on ramène tout, pâte à fruits, etc. Et donc, ça ne dérogeait pas à la règle, et on fait comme ça à la maison. Et il a pris sa fille, et il lui a dit, tiens, prends un carreau de chocolat. Le chocolat, c'est bon. Je prends encore. Encore un. Encore un. Tiens, ça y est, d'ail, papa. Allez, prends encore un pour papa. Quand on veut rentrer aux enfants dans l'avion, pour papa. Bon, allez, pour papa. Il dit, ah, prends encore un maintenant. Elle dit, ah non, pour maman. T'as pris pour papa, tu vas pas prendre pour maman. Prends pour maman. Non, non, bon, allez, d'accord. Encore. Non, je veux boire. Un verre de lait. Non, que à condition que tu prennes encore un carreau de chocolat. Non, je veux pas, machin. Bon, allez, encore. Alors, un demi-carreau. Allez, un demi-carreau. Hop, il lui a rentré comme ça encore. Un demi-quart de carreau. Et à la fin, il lui fait, ah, Herzelichol chocolat. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est bon le chocolat? Ah, pas débile. Elle dit, ah, mais j'en ai mangé trop. Il dit, ça veut dire quoi, t'en as mangé trop? Bah, j'ai mangé, tac, 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 10 carreaux. Il dit, mais attends, j'ai pas compris. Trop, il y a trop. Mais combien de temps t'as joué avec la petite fille là en bas? Tu m'as dit que t'as kiffé. Une demi-heure la semaine dernière, après encore 3 quarts d'heure, après encore 1 heure, après encore 1 heure, après encore 1 heure. Et là, il n'y a pas trop. Alors, il a fait, en fait, cette histoire pas pour elle. Il fait pour l'autre personne qui était dans la maison qui devait entendre ça. Bon, c'est tout un truc, mais c'est exceptionnel. Mais pour prendre conscience que là, quand c'est une nana rouhanite, c'est pas matériel, il n'y a pas trop. Ça n'existe pas trop. Ça peut encore un kiff, encore un kiff, encore un kiff. Et ça vaut le coup. Tu emmagasines les kiffs. Quoi de mieux? Tu emmagasines les kiffs, les kiffs, les kiffs. Cette idée-là, qu'il y a une nana rouhanite, et que donc, il faut être tofes, ça veut dire il faut. Les éducateurs, on a l'impression qu'un bon éducateur, c'est quelqu'un qui arrive à être tofes les enfants, ça veut dire comment on dit tofes en français, arrive à les attraper, à se rendre compte quand est-ce ils ont pas fait quelque chose de bien. Ils ne laissent rien passer. Voilà, c'est un bon éducateur. Moi, je pense que c'est exactement l'inverse. C'est les attraper à chaque fois qu'ils font quelque chose de bien et leur faire prendre conscience qu'ils ont fait quelque chose de bien, qu'ils doivent en être fiers et qu'ils doivent être satisfaits d'eux-mêmes et doivent kiffer ça. Par exemple, une fois, il était dans. Non, ça m'a toujours fait rire cette histoire. Il était invité Shabbat chez des gens et il y avait une grande table comme ça. Et au bout de la table, il y avait une prise avec une lampe à pied qui était sur la prise. Mais la prise, elle avait un faux contact. Ouais. Ce qui fait que si on s'asseyait mal, on touchait un peu le fil, ça faisait sur la lampe. C'est Shabbat. Ça se fait pas. Donc personne ne voulait s'asseoir là-bas.
C'était la guerre, non, c'est toi qui fais ça. Parce que pourquoi? À chaque fois que ça fait, ah, tu dois faire attention, tu sais ça. Tout le monde se faisait engueuler là-bas. C'était l'endroit, l'eau noire. C'était pas un kiff de s'asseoir là-bas. Et donc, personne n'avait envie de s'asseoir là-bas. Et donc, une fois, il était invité Shabbat chez cette famille. Et donc, il y a, comme chaque Shabbat chez eux, la dispute qui va s'asseoir là-bas? Non, pas moi, machin. Alors, lui, le maître de père de famille, il se tourne vers mon rave et il lui dit: bon, viens, on va voir, tu fais des cours d'éducation, tout ça, viens, on va voir comment un bon éducateur il s'occupe de ça. Alors, il dit: bon, un bon éducateur, avant Shabbat, il enlève la prise, comme ça, il a pas de problème. Mais si tu veux vraiment voir, alors viens, on va faire un test. Il a réuni tous les enfants. Il leur a raconté ce que c'est la yeshiva. Ça veut dire la yeshiva, ça veut dire le fait de s'asseoir. C'est pas la yeshiva où on étudie, la yeshiva ça veut dire s'asseoir. La yeshiva à la shulchan Shabbat, ça veut dire il leur a raconté une histoire, il a dit qu'on s'assoit à la table de Shabbat, c'est Shabbat. Rien qu'on s'assoit à la table, déjà on fait une mitzvah. Après on va manger bien, encore une mitzvah. Imaginez le kiff. Il dit maintenant hein, on peut s'asseoir à la table de Shabbat et faire une mitzvah et en faire encore une plus belle mitzvah que moi quand je suis assis. Vous voulez savoir comment? Je vais vous dire comment. Si vous vous asseyez là-bas et que vous faites attention de ne pas bouger le fil, vous allez faire encore une mitzvah en plus. Vous vous rendez compte? Bah, c'était la guerre. Tout le monde voulait s'asseoir là-bas. On n'a pas résolu le problème parce que c'était la guerre dans l'autre sens. Maintenant, pas. Tout le monde voulait s'asseoir. Pourquoi? Parce que ça dépend juste comment tu regardes la chose. Est-ce que tu regardes la chose, tu touches, c'est une avéra, pas bien. Ou ah, tu fais attention, donc c'est une mitzvah cool. Donc tu as une image de toi-même qui est une bonne. Tu as une satisfaction personnelle de ce que tu as fait. Et c'est ça tout le rôle, si on veut éduquer un enfant à kiffer, c'est l'éduquer à prendre conscience de tout ce qu'il fait de bien. Ça, tu fais bien. Et ça, tu fais bien. Et tu dois être fier de toi. Ah, mais t'as eu que 10 en maths sur 20. Attends, mais t'as eu 8 la semaine dernière. Donc t'as eu 2 points de plus. De ouf. C'est génial. Et c'est comme ça. Donc, mettre le doigt, ça veut dire mettre le doigt, la tsumatlev, ça veut dire la prise de conscience, de tout ce qui fait de bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non? Vous êtes d'accord avec tout ça? C'est ouf. Ça remonte un peu à un peu plus tôt. Quand on dit vraiment de la petite fille qui faisait à manger ou ce genre de choses. Pas non plus tout le temps faire culpabiliser les enfants, leur faire porter toute la misère du monde. Est-ce qu'à un moment j'ai parlé de culpabilité? J'ai fait très attention de ne pas parler de culpabilité. La glace, oui, mais C'est lui qui a dit qu'il avait les boules, que l'autre n'avait pas de glace. C'est jamais dans l'histoire, à aucun moment on lui a fait ah, à cause de toi il n'a pas. Jamais. C'est pas seulement qu'on ne fait pas peser sur l'enfant la culpabilité de tout le monde, mais aucune culpabilité. Je pense qu'à aucun moment on doit jouer sur la culpabilité, mais jamais, pas une seule fois. Jamais, pas une seule fois on a joué sur la culpabilité. On a joué sur la prise de conscience de la souffrance rouhanite. Mais c'est la souffrance que l'autre, que l'enfant a éveillée. Jamais nous. Ou alors par une histoire on fait éveiller ça, mais pas sur sa culpabilité à lui. Jamais j'ai dit ça. Jamais. Non, même quand on lui fait, on raconte une histoire, c'est triste. À aucun moment dans l'histoire on a dit que c'est de ta faute. Jamais, chas v'shalom, de lui mettre sur lui, sur ses épaules, quelque chose qui n'a aucun rapport avec lui, juste pour faire un trick, voilà, jamais. Même, je pense même dans sa vie à lui, de la culpabilité que lui il a fait, il ne faut pas jouer là-dessus. Je pense que la culpabilité, là, c'est pas le moment de faire un cours sur la culpabilité, mais je pense que la culpabilité, c'est le truc le plus dangereux qui existe quand on est dans l'éducation, même dans la nôtre. Je pense que ça n'existe pas quelqu'un qui avance grâce à la culpabilité. Je pense pas que ça existe. Enfin, c'est pas bien dit comme ça. Je pense que la culpabilité, ça se manie avec une énorme précaution parce que c'est un des meilleurs moyens de manipulation qui existent. Hein, Lacan, il disait que c'était le meilleur moyen de manipulation, lui. Par exemple, la grand-mère qui te dit ah, tu n'es pas venu me voir, c'est pas grave, quand je serai sous la tombe, tu auras le temps de venir me voir. Ouais. C'est la grand-mère qui vient sans savoir, sans avoir étudié Lacan et la culpabilité, qui sait comment te faire bouger pour que tu viennes le voir le dimanche d'après. Mais si j'ai dit ça, je me suis planté. À aucun moment, je pense qu'il faut jouer sur la culpabilité pour l'enfant. Je sais pas, mais refais le film des histoires, il n'y a pas de culpabilité, il me semble. Sinon, je me suis trompé. Dans le fait de faire ressentir une souffrance
Rouhani. spirituel, Ouais. cette Un souffrance, manque spirituel en fait. ce manque spirituel, il repose sur le fait que Il lui y a- il a et l'autre il n'a pas. Non. Et ça, c'est une Chas culpabilité. v'shalom, pourquoi? Elle a une Il n'y a pas de sucette, culpabilité. toi, Il y a t'as de la une sucette, culpabilité. elle en a pas. Dis-moi, Elle oh, joue, t'es toi, tu ashkenaz joues, ou elle quoi joue toi? pas. T'es C'est une ashkenaz ou quoi? T'es culpabilité pas quelque part. ashkenaz? D'où t'as de la culpabilité d'avoir quand l'autre n'a pas? C'est Ouais. les ashkenazim qui sont comme ça. Il n'y a pas de culpabilité à avoir quand l'autre il a pas. C'est pas de ta faute. Si c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui lui as pris. Quelle culpabilité t'as? Mais vous êtes tous ashkenaz ou quoi? Et les mecs, il faut kiffer. Vous avez la chance d'avoir, Baruch Hashem, Dieu il vous a permis d'avoir un bon métier, vous avez une belle voiture. Et l'autre il a pas. Vous avez les boules que l'autre il a pas. Si vous lui avez pas pris à lui, si vous avez ouvert un magasin en face du sien et que vous avez gagné beaucoup d'argent et que lui il a fait faillite et que maintenant la voiture que lui il avait, vous avez, là je comprends que vous avez un peu de culpabilité. Non, là, Et si vous avez quelque chose que l'autre n'a pas, vous avez de la c'est culpabilité pas de de la ça. culpabilité, c'est le mal au cœur que l'autre n'est pas aussi bien que nous. D'accord, c'est pas de la culpabilité ça. Ça c'est le Sevel Rouhani dont on parle. Très bien, alors ça il faut le remplir. Comment on fait? On va l'aider à avoir aussi. Non, mais c'est la culpabilité de se dire, par exemple, moi je me réveille le matin et mon frigo il est toujours plein. Et au final, c'est juste parce que je suis née en France à Nana et que si Ça, t'as de la culpabilité de ça? d'une certaine manière, un peu quand même. Enfin, je sais pas, parce que tu fais la Maintenant, oui. un petit peu quand même. Et un enfant, C'est pas de la la chose de dire culpabilité. les autres, ils ont. La culpabilité que tu as, je vais te dire d'où elle vient. C'est pas que toi, tu as le frigo qui est plein et eux, ils ont pas. Et quand on fera un cours sur la culpabilité, avec plaisir, je vous fais un cours. J'adore parler de ce sujet parce que je l'ai beaucoup travaillé. Mais la culpabilité que tu as, c'est pas parce que ton frigo il est plein, c'est parce que le sien il est vide et que tu dis qu'est-ce que moi je fais pour lui. Et c'est ça qui crée de la culpabilité. Est-ce que je fais quelque chose pour lui? Et tu vas voir. On fait faire à la petite fille on lui raconte que la famille, elle a rien dans son frigo pour Pas du tout, mais il n'y a aucun moment je joue sur la culpabilité. Je dis chez la petite fille, chez la petite fille, c'est pour ça que j'ai bien précisé, tu n'éveilles jamais chez lui ou chez elle, chez l'enfant, un sentiment de Sevel Rouhani si tu ne lui proposes pas une solution. Donc tu n'as aucun moment de la culpabilité, parce que la culpabilité vient que quand tu n'es pas en train de faire quelque chose. Tu verras que si tu as de la culpabilité pour les enfants du Darfour qui n'ont pas à manger, tu vas voir que si tu fais un don pour une association qui s'occupe des enfants du Darfour, ça va aller beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que tu as fait quelque chose. Même si tu n'as pas sauvé tous les enfants là-bas, le fait que tu aies commencé à faire quelque chose, c'est ça qui est un combat contre la culpabilité. Et c'est ça que je propose chez l'enfant. C'est que quand tu éveilles chez lui un Sevel Rouhani, tu ne l'éveilles chez lui, et vous, si vous pouvez, j'ai la preuve, vous pouvez réécouter, tu ne l'éveilles chez lui qu'avec une solution pour le remplir. Justement pour ne pas tomber dans la culpabilité. Pas que ce soit juste comme ça. Tu l'éveilles chez lui à condition que tu aies une solution pour lui. Jamais sans solution. C'est ça que j'ai dit, vous pouvez réécouter. Tu comprends la différence? C'est-à-dire que je vais lui dire que c'est les boules, ils n'ont pas à manger, mais attention, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Viens, je te propose, on va faire quelque chose pour eux. Mais il y aura toujours une autre famille, ou alors toutes les semaines, la semaine va faire un peu les Non, mais c'est pas toutes les semaines, il suffit que tu lui dis, l'autre semaine, il y a quelqu'un, une autre famille qui fait pour eux. Je dis pas, bah, quand tu le fais pas, eh ben, ils n'ont rien à manger. Oui, là, c'est la culpabilité, c'est pas ça. Chas v'shalom, non, jamais être. Enfin, jamais être. C'est pour ça qu'il faudra faire un cours sur la culpabilité. La culpabilité, ça s'utilise avec plus que parcimonie, c'est-à-dire que ça dépend énormément de la personne qu'on a en face de nous. Avec les enfants, je pense pas que ça s'utilise, mais même dans je sais pas, moi, quand j'entends par exemple un cours de Torah qui joue sur la culpabilité, ça me donne des boutons. Parce que c'est très contre-productif. Encore une fois, je ne vais pas faire maintenant un cours sur la culpabilité, mais en deux mots, c'est quoi? La culpabilité, c'est une confrontation qu'il y a entre le ratson et les sheifot. Ça veut dire, quand j'ai une confrontation entre mes valeurs et mes actions, c'est ça qui crée la culpabilité. J'aimerais que ce soit comme ça, mais c'est pas comme ça. Et ça crée la culpabilité. Et la solution pour ne plus en avoir, c'est de commencer à faire comme ça. Tu te lances dans le chemin. Et pourquoi c'est dangereux la culpabilité? Parce que si tu dis aux gens, si tu leur fais par exemple, bon, je vais passer quelques minutes là-dessus, parce que vous m'avez lancé dessus, mais imagine un rabbin, il va faire un cours et il va mettre une grosse coup de rasra et de culpabilité aux gens qui font pas Shabbat. Ouais, c'est facile à faire. Tu leur mets un gros coup de rasra. Et donc il y a une confrontation, si la personne elle y croit, entre les valeurs et leurs actions. D'un côté, mes valeurs, c'est qu'il faut faire Shabbat. Ah, purée, je le fais pas. Ça, c'est les actions, je le fais pas. Et donc, j'ai une confrontation, j'ai un gros coup de culpabilité. Quand la culpabilité, elle devient un niveau insupportable, je dois l'évacuer. Et comment je peux l'évacuer? De deux choses l'une. Soit je l'évacue en changeant mes actions, soit je l'évacue en changeant mes valeurs. Et en général, ça dépend, hein, mais en général, les actions sont très dures à changer.
Donc petit à petit, soit je dis, bon, finalement, Shabbat, c'est pas si grave que ça, soit je commence à faire Shabbat. Mais sauf que quand tu connais pas les gens en face de toi, tu sais pas où il est le point où il est le point de brisure. Et si tu es allé trop fort dans la culpabilité et que c'est trop dur pour la personne de commencer à faire Shabbat, et ben c'est ces valeurs qui vont changer et tu l'auras éloigné de Shabbat plutôt que rapproché. Et donc c'est pour ça que c'est très dangereux la culpabilité, il faut l'utiliser très. Alors, encore une fois, voilà, ça va dépendre. On ne peut pas maintenant commencer à parler toute tout, ça va dépendre des gens. C'est pour ça que parler de culpabilité dans un cours où tu as déjà deux personnes, c'est trop. Parce que les deux personnes, ils ont un point de brisure sur la culpabilité qui est différent. Donc déjà, c'est maximum de culpabilité qu'on peut faire. C'est quand tu parles à un copain que tu connais très bien et que tu sais que c'est quelque chose qui peut arranger avec plaisir plutôt que... Bon, bref, mais c'est pas le sujet. J'ai une question. Ouais. Est-ce que le kiff immatériel, en gros, c'est plus indéfini que matériel? Indéfini. Ouais, enfin, je veux dire, ça peut s'emmagasiner. Ouais, infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite dans le temps. C'est plus Ouais. infini. Mais en réalité, pour reprendre l'exemple de la fille qui va jouer avec sa copine, parce que Elle aussi, pourrait en avoir marre de cette copine. je pense que... Mais bien sûr, elle pourrait en avoir marre. En l'occurrence, il a pu faire ça parce qu'elle n'en a pas eu marre. Et il lui aurait pas imposé de continuer à jouer avec elle. Au contraire, il joue. Comme il savait pas comment c'était difficile, c'est pour ça que j'ai précisé de jouer avec elle. Il lui a dit attention, je te permets qu'une demi-heure. Mais elle le faisait après avec le kiff. Il a vu que c'était un kiff, donc allons-y. Oui, mais même quelqu'un qui est... mais au bout d'un moment... C'est pas sûr. C'est pas sûr. S'il arrive à développer chez lui cette satisfaction d'avoir été bécédaire, il n'aura pas de trop-plein. Oui, Le trop-plein, il peut venir. Le trop-plein, il peut venir d'autres choses, mais pas du fait que tu l'aies fait. Il peut venir du fait qu'il n'y a pas de reconnaissance, que les gens ils t'envoient. Ça vient pas du fait que tu as fait le chesed. Ça vient qu'il y a un élément extérieur qui vient interférer là-dedans. Mais il n'y a jamais un trop-plein. Alors, j'ai trop fait du bien aux gens, ça m'a saoulé. Ce qui peut m'avoir saoulé, c'est que les gens ils sont pas reconnaissants ou que. Oui, mais c'est un élément extérieur. Ben, son message avec le chocolat, c'est que quand c'est un kiff matériel, il y a une limite à la chose. C'est très agréable le chocolat, c'est génial, ouais, mais c'est limité. Il y a un moment où c'est trop plein. Une fois qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. C'est tout. Ça veut dire que plus le kiff il est matériel, ouais, plus il va être éphémère. Et au niveau du olamazé, de ce monde-ci, ça vaut le coup. Si on a envie de vraiment kiffer, ça vaut le coup de s'attacher à des kiffs qui durent plus dans le temps. C'est tout. Je n'es pas d'accord avec ça. Non, mais je ne dis pas d'arrêter le chocolat. Voilà, il faut jouer avec la fille. Ouais. Non, il lui a pas fait passer. Alors, c'est ça. Il lui a pas fait passer. Il faut jouer avec la fille. Il lui a proposé à elle d'avoir un kiff. Ouais, un kiff, pourquoi pas. Tout le monde veut avoir un kiff. Alors pourquoi il a limité quand il a limité, c'est comme ce que disait Emmanuel, c'est parce qu'il savait pas. C'était peut-être qu'elle est spécialement désagréable cette fille, que c'est vraiment une galère. Il n'a pas envie que ça se transforme en l'inverse de ce qu'il veut enseigner. Peut-être qu'elle est vraiment désagréable cette fille. Donc il a dit, je sais pas, on va voir, je te permets un quart d'heure. Après, je te permets une demi-heure. Il a vu qu'elle kiffe. Donc elle kiffe, on peut y aller. C'est parce qu'elle kiffait, c'est parce qu'elle rentrait en se disant, j'ai fait quelque chose de bien. Et en plus, j'ai kiffé avec elle. Pas juste, elle s'est dit, j'ai fait du chesed avec une pauvre petite fille. Quand elle jouait vraiment avec elle. Comme il a vu ça, il s'est dit, bon. Le message pour le chocolat, j'ai rajouté, c'était pas pour elle. C'était pour que une autre personne dans la famille, elle entende. Ouais. C'est pour qu'elle entende que ça a quelqu'un de plus grand qui peut déjà comprendre un message comme ça. Bon, mais c'est juste, plus la chose elle est matérielle, plus elle est éphémère. Il suffit de voir, hein, vous réfléchissez, vous allez voir que les choses, plus elles sont matérielles, plus elles durent dans le temps est limité de la chose. Et plus c'est quelque chose un sentiment de satisfaction, et ça va être la suite de ce bloc de 3 cours, qui va être ce sentiment de satisfaction qu'on va développer, qui s'appelle la simcha, dans la chaîne de la Torah, qui est en fait, simcha, c'est pas de danser dans les carrefours, ouais, ça c'est l'expression de la simcha, ou de danser. La simcha, c'est ce sentiment-là d'avoir fait quelque chose de bien. On va en parler sûrement la prochaine fois qu'on fera le cours. Il y avait d'autres questions, juste. Attends, excuse-moi. On n'a pas tellement vu l'aspect, on a vu surtout les aspects des enfants par rapport à d'autres enfants. Mais le kiff dans l'étude ou dans d'autres points comme
ça, on n'a pas tellement Alors, avancé. alors dans tout, ça va être exactement pareil. C'est-à-dire que si je prends un enfant, ça veut dire si je prends un enfant et euh, ouais, je vais te raconter une histoire. Mon rave, une fois, bon, il a une yeshiva de gens qui trouvent pas leur place dans le monde de la Torah. Et donc, ils se sont fait virer déjà de plusieurs yeshivas pour pouvoir aller chez lui. Il y en a un qui arrive chez lui et qui lui dit j'aime pas étudier. Tout va bien, mais j'aime pas, je supporte pas étudier. J'aime pas ça. C'est pas possible. Quelqu'un qui est intelligent, c'est un enfant intelligent, il peut pas trouver un kiff de raisonnement. C'est tellement, au niveau intellectuel, c'est un kiff. Donc, c'est pas possible. Donc, ce qu'il a fait avec lui, avec ce jeune-là, c'est que à chaque fois il s'asseyait dans sa yeshiva pour étudier, et à chaque fois qu'il rentrait dans le truc et qu'il se battait avec sa chavruta, quand il avait un sourire, il venait voir et il dit pourquoi tu souris? Je souris pas, moi, je souris. Non, pardon, je me suis trompé. Je pas sourire. Et à chaque fois, il a demandé à tous les rabbinim, tout le monde de voir pourquoi tu souris? Au bout d'un mois, il y en a qui m'a dit d'accord, je souris, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le droit de sourire ici, c'est quoi cet endroit? On n'a pas le droit de sourire? Il dit non, on a le droit de sourire, je veux savoir juste pour. Tu m'as dit que tu supportais pas ça. Et je te vois sourire, donc je comprends pas, c'est tout. Et petit à petit, comme ça, en 3 mois, il a dit, il l'a retourné, juste prendre conscience. C'est juste pourquoi il kiffait pas? S'il prend pas conscience que c'est un kiff au moment où il kiffe. Parce qu'au moment où il mange son sandwich, on sait le lien entre le sandwich et le kiff. Au moment où il étudie, il y a forcément un moment où il va kiffer. S'il est intelligent, c'est quelque chose. Et on peut développer ça avec lui. Mon Rav, il raconte comment il fait avec son fils, quand il se bat avec lui sur une Mishnah, et quand il suffit que l'enfant il ait donné un raisonnement qui est après écrit dans Tosfot ou dans un truc, c'est un kiff de malade, tu te rends compte, t'as dit ce que Tosfot il a dit. Tu lui dis, Rabbeinu Tam, il est assis là à côté de toi, il étudie avec toi, il est content, il a le sourire maintenant parce que t'as trouvé sa question. Il se dit maintenant, j'avais pas besoin de l'écrire à un enfant au 21e siècle qui l'a dit, la question. Moi, je me rappelle quand moi j'étais petit, j'étudiais pas beaucoup malheureusement avec mon père, pas beaucoup. Bon, comme tous les enfants, je n'aimais pas étudier en plus, et je lui faisais la misère quand on étudiait ensemble. Et je me rappelle une fois, je me rappelle encore maintenant, pour vous dire à quel point, comment ça reste, un truc comme ça. C'était il y a, je devais avoir, je sais pas, 10 ans, je pense. Je me rappelle encore, on étudiait un truc sur, je me rappelle, c'est fou, je n'ai jamais raconté ça en cours, mais là, pendant que j'en parle, ça me revient, qu'on avait étudié un passage dans Rashi, dans la Torah, qui nous expliquait, je ne sais même pas si c'était dans Rashi, en tout cas, il nous expliquait dans la Torah un calcul que forcément, par rapport à une des Imaot, elle avait tel âge, parce qu'on a appris qu'elle est allée au puits, et donc on a appris que c'est son frère qui est allé au puits, donc ça veut dire qu'elle, elle n'était pas encore née, je ne me rappelle plus exactement quoi, et je me rappelle que j'avais posé la question à mon père, non, mais peut-être qu'elle était déjà née, et donc il y a un décalage d'un an, mais elle ne pouvait pas aller, parce que si elle a moins d'un an, elle ne va pas aller elle au puits. Donc comment le Rav il fait le calcul pour dire qu'elle n'était pas née parce que c'est son frère qui est allé au puits? Peut-être qu'elle était née, mais elle était encore trop petite pour aller. Donc tu as encore un refresh au moins de 2 ans, 3 ans. Je me rappelle que j'avais posé cette question. C'est une excellente question. Il regarde les livres, il n'a pas de réponse, il ne trouve pas et tout. Et on allait ensemble chez le Rav de la ville pour aller lui poser la question. Je me rappelle encore maintenant. Parce que mon père, il kiffait. Mon père, il kiffait. Il disait, il y avait une question de ouf. Il y avait une question. Mon gosse de 8 ans, il a posé une question de ouf. Il m'a amené avec lui chez le Rav de la ville pour aller poser la question. Et encore maintenant, ça me reste. Pourquoi? Parce que c'est ça, voilà, tu as pris conscience. Jusqu'à maintenant que je le raconte, je ne me rappelais pas de cette histoire. Non, mais vraiment. Mais ça reste. Comment? Parce qu'il a développé chez moi maintenant j'en prends conscience, une ana rouhani. Un kiff de quelque chose qui n'est pas matériel. Voilà, et maintenant, 28 ans après, je me rappelle. Un truc de malade. Non, mais là, il n'y a pas le hasard. D'accord, il n'y avait pas, mais je te dis, quand le chassar qu'on fait avant, c'est quand on veut faire une péoula de chinour pour enseigner quelque chose. Ça ne veut pas dire que si tu vois un gosse, maintenant il est en train de kiffer, tu lui fais prendre conscience grave qu'il y a eu un kiff là. Prends conscience des satisfactions. Juste comme ça, on va terminer parce qu'on a déjà gratté un peu sur le temps. Le, le, le... Je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Attends, d'abord, tu avais une question, je crois, Johan. C'est quand le Rav a limité le temps, 30 Ouais. minutes. Ça vous a choqué cette histoire de Non, limite? c'est pas ça. C'est que moi, en fait, au départ, je me suis dit que c'était pour limiter le temps, pour justement créer un manque. Non, le manque, il était dans l'histoire. Le manque, il était dans l'histoire de l'histoire qu'il a racontée d'un enfant qui il faut qu'on complète l'histoire qui est triste, quoi. C'est comme ça le manque.
Maintenant, pour conclure, ça veut dire que il y a un point maintenant qui me terminé et après ça me revient, je vous le dirai, sinon la prochaine fois. Ça veut dire que, en fait, notre libre arbitre, il n'est pas entre faire quelque chose de bien ou faire quelque chose de mal. On a souvent l'impression que la Bechira, le libre arbitre de l'individu, il est soit de faire quelque chose de bien, soit faire quelque chose de mal. Ça n'existe pas quand quelqu'un, ça c'est ce qu'on avait dit aussi la semaine dernière, que quelqu'un il décide activement de faire quelque chose de mal. Toujours il a des excuses. Toujours on tend vers le bien, on se donne une excuse quand on fait quelque chose de négatif. Des fois après coup on se dit ah là j'ai fait un mauvais choix, j'ai fait quelque chose de mal. Mais au moment où on le fait, on se dit que c'est le bon choix toujours. Et donc le monde il se divise pas quand on dit les tzadikim et les rechaïm, on est tous un peu des deux. Le monde ne se divise pas entre ceux qui décident de faire quelque chose de bien et ceux qui décident de faire quelque chose de mal. La Bechira, elle est bien en amont. Elle est de quoi. Ah oui, voilà, je me rappelle ce que je voulais dire. De quoi on décide d'avoir un manque. Notre libre arbitre, il est de quoi je décide d'avoir un manque. Est-ce que je décide d'avoir un manque de mon hamburger au niveau matériel, ou est-ce que je décide d'avoir un manque quand quelqu'un il lui manque à manger dans la rue ou quand quelqu'un il n'a pas l'empathie. C'est ça notre libre arbitre. Notre libre arbitre, il est là, il n'est pas après coup. Après coup, tout le monde va faire quelque chose de bien. Mais notre libre arbitre à nous, il est où je développe mon manque. Quel manque je développe? Est-ce que je développe un manque rouhani pour que je puisse kiffer après une ana rouhanite? Ou est-ce que je développe chez moi, miskin, ça ne veut pas dire qu'il faut se limiter les plaisirs matériels. Et c'est là-dessus que je veux terminer. Et quand je dis ça, les gens ils disent bah, ça veut dire qu'il faut se limiter les plaisirs matériels. Il n'y a aucune idée dans la Torah de se limiter les plaisirs matériels. Il y a même une idée dans le Yerushalmi, il nous dit qu'à la fin du CDD, quand on va se retrouver chez le bon Dieu et qu'il va nous juger, il va nous dire euh, tel fruit exotique, je l'ai créé, tu ne l'as pas goûté. Non. Il y a tous les kiffs sur Terre, il faut tous les kiffs autorisés, il faut les. Et c'est autorisé, Hachem il t'a dit, et il a fait ça pour toi, et tu ne l'as pas profité, il va pouvoir t'en vouloir. Donc il n'y a aucune idée de se restreindre. D'ailleurs, le Khatam Sofer, et je vais conclure là-dessus, je suis désolé d'avoir été Mosher un peu plus longtemps, c'est à cause de vous, c'est vos questions. Le Khatam Sofer, il écrit, le Khatam Sofer, c'était connu pour quelqu'un qui ne profitait pas alors les gens, ils disent, quand ils racontent l'histoire, ils disent, il ne profitait pas de ce monde-ci. Chaz Veshalom. Il profitait à fond de ce monde-ci, mais il ne profitait pas des choses matérielles de ce monde-ci. C'est que les gens, après, ils se trompent. Quand on raconte l'histoire, on dit qu'ils ne profitaient pas de ce monde-ci. Non, ils profitaient que du monde futur. Et un rave, même s'il est il se limite les plaisirs matériels, c'est le plus grand kiffeur du monde. Plus il est un truc, plus c'est un kiffeur. Mais c'est pas les mêmes kiffs que nous. Et donc le Khatam Sofer, lui, il se limitait les plaisirs matériels énormément. Et il a écrit dans sa lettre qu'il a envoyé à son fils. Son fils, il lui dit, moi aussi, j'ai envie de commencer un petit peu à. Et dans quel cas on a le droit de se restreindre les plaisirs matériels? C'est important de conclure là-dessus. Il lui a dit, si tu es tellement safou, ça veut dire que tu es tellement imprégné, safou, ça veut dire comme une éponge, tu es tellement imprégné de kiff spirituel que un kiff matériel va te gâcher ça, alors là, tu as le droit de te restreindre un kiff matériel. Mais Stam, pour se faire mal, il n'y a aucune autorisation de le faire. Stam, il y a quelqu'un, je ne sais pas si je vous avais raconté ici, du gars qui mettait de l'huile et du sel dans ses Weetabix. Il n'y a aucune autorisation de faire un truc comme ça juste pour souffrir. On n'a aucune autorisation. La seule autorisation qu'on a de se restreindre à un plaisir matériel, c'est quand ça prendrait la place sur un kiff qui est d'un autre ordre, qui est un kiff, une ana rouhanite. L'exemple que je peux vous donner, c'est que si vous êtes en train d'écouter une belle musique dans un concert, je sais pas, classique, un truc magnifique, il y a quelqu'un qui vient là avec un gros hamburger qui dit tiens, viens manger, tu vas lui dire non, attends, je suis en train de kiffer, je peux pas en même temps me concentrer sur la musique et sur. Bah, c'est la seule autorisation qu'on a de se restreindre les kiffs matériels. Sur ce, je vous souhaite, quand vous aurez des enfants, de leur apprendre bien à kiffer et vous aussi de kiffer. Shavuot Tov.